Et en fait, c'est un peu ce sentiment d'être en slip sur l'autoroute en face d'un 35 tonnes lancé à 200 km/h sur toi, et toi, t'as un cure-dent. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Arthur Aubeuf de Time for the Planet. Salut Bonjour. Arthur. Salut. Je suis très content de te recevoir. Je suis vraiment je suis le projet depuis quelques temps maintenant et je trouve que ça évolue extrêmement bien et c'est une grosse ambition. Alors comment tu peux résumer Time for the Planet en quelques secondes et quelle était l'idée de départ? Ok, en quelques secondes, c'est un plan d'urgence citoyen pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Voilà. Et l'idée de départ, c'était de faire un plan d'urgence citoyen pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Non, l'idée de départ, c'est que on est 6 entrepreneurs, on a monté des boîtes dans différents secteurs et en fait, on s'est rendu compte assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique. Donc, on n'est pas des super-héros du climat depuis toujours. Et en fait, ça nous a mis une baffe. On s'est dit, oula, en fait, on nage un peu à contre-courant dans ce qu'on fait au quotidien. Comment est-ce qu'on peut agir? Donc, comme un peu tout le monde, on a voulu agir en tant que simple citoyen. Et ce que tu vois très vite, c'est que quand t'es pas milliardaire ou président de la République, t'achètes une trottinette, tu fais pipi sous la douche, comme on aime bien le dire, et après tu regardes un peu tes potes dans le blanc des yeux et t'attends un miracle. Et en fait, c'est un peu ce sentiment d'être en slip sur l'autoroute en face d'un 35 tonnes lancé à 200 km/h sur toi, et toi t'as un cure-dent. Et on s'est dit, il nous faut un outil. Et donc c'est ça le démarrage de Time, c'est est-ce que l'entreprise, c'est pas l'outil finalement le plus incroyable, parce que ça transforme nos modes de vie à très grande échelle par définition, pour qu'on puisse avoir une vraie action à notre échelle, nous citoyens, mais qui ait de l'impact au niveau mondial. Et c'est ça le démarrage. Pour que les gens comprennent bien, en fait, Time for the Planet, c'est un fonds d'investissement d'une certaine manière. Alors, si je résume, en gros, Time for the Planet, l'objectif c'est de détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre qui peuvent changer la donne au niveau mondial. C'est ça la grande caractéristique. Et de recruter des entrepreneurs pour leur trouver des modèles économiques viables, solides et les transformer en entreprises. Et ensuite, tout ça, c'est financé par des milliers, des dizaines de milliers de gens, d'entreprises, d'associations, donc tout le monde, dans Time for the Planet. Donc tout le monde peut rejoindre Time for the Planet à partir d'1 € en devenant copropriétaire associé de Time for the Planet et en participant à financer ces entreprises. Et donc du coup, tout cet objectif-là est de créer des entreprises rentables Ouais. dans le but d'une transition climatique. Ouais, nous on veut lever 1 milliard d'euros, on veut créer 100 entreprises qui tabassent les gaz à effet de serre au niveau mondial. Et en fait, notre stratégie pour ça, on a essayé de penser de A à Z ces entreprises pour qu'elles aient le plus d'impact possible. C'est de dire, ok, donc il y a des innovations qui sont incroyables, il faut qu'on les déploie à grande échelle grâce à l'entrepreneuriat, mais ça suffira pas. Il faut qu'on soit des milliers parce qu'en fait, il faut qu'on ait le plus de gens possible pour détecter les meilleures innovations. Parce que plus on est nombreux, plus on peut trouver ces innovations, pour détecter les meilleurs entrepreneurs. Parce que pareil, il nous faut des talents, des mecs qui soient des monstres, qui aient déjà monté des super boîtes, qui soient hyper bons pour ça, des super héros vraiment de l'entrepreneuriat. Ce que les scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs ne peuvent pas être, c'est pas compatible. Et C'est pas leur rôle non plus. C'est pas leur rôle et ils le veulent pas en fait. Donc c'est ça le démarrage de Time, c'est qu'on a vu ce grand écart et on a dit les gars, là c'est le moment de faire quelque chose ensemble quoi. Et en fait, l'idée d'être des milliers et demain des millions, c'est aussi que ça nous permet de faire grandir le mouvement parce que tout le monde s'en empare. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'un citoyen lambda, il se dit, moi, en mettant de l'argent dans Time, ou en m'impliquant, parce qu'on peut aller plus loin que mettre de l'argent, je peux avoir de l'impact au niveau mondial parce que je participe à créer des boîtes qui vont être en open source, on va en parler aussi, mais qui vont se démultiplier partout pour vraiment avoir de l'impact. Et nous, ce qui est vraiment le truc qui change la donne, c'est qu'on crée des boîtes rentables, donc pas de souci évidemment, il faut qu'elles payent les gens, il faut qu'elles grandissent, il faut qu'elles aient de l'impact, il faut payer les gens décemment, à un moment, on va pas tout réinventer maintenant. Par contre, l'argent qui remonte sur Time for the Planet, il est tout le temps et à 100% réinvesti pour recréer de nouvelles boîtes parce qu'on pense que l'argent, c'est notre plus grand pouvoir. Et chaque fois que tu utilises 1 €, tu votes pour le monde de demain. Et en fait, nous, on pense que cet argent-là, c'est vraiment de l'argent qui peut transformer le monde s'il est bien utilisé. Et avec l'entrepreneuriat, il est démultiplié. Du coup, on dit à nos associés, les gars, vous venez investir de l'argent. Par contre, il n'y a pas de retour sur investissement. Votre seule attente, c'est de la performance environnementale. Et on a créé un indicateur pour ça qui s'appelle le taux de retour pour la planète et qu'on communique à tous nos associés. En gros, c'est la quantité de tonnes de gaz à effet de serre non émises grâce à toi et à ton investissement dans Time tous les ans. Et ça change la donne parce qu'ils ne viennent pas pour s'enrichir, ils s'en foutent. Ils viennent pour avoir le plus gros impact environnemental possible grâce à l'entrepreneuriat. On avait interviewé sur le crayon Jean Moreau qui avait créé Phoenix Anti-Gaspi. Et il nous avait expliqué justement que le but de créer ces entreprises rentables, c'était de pouvoir agir là où parfois les puissances publiques étaient soit trop lentes, soit trop inefficaces, et où l'action individuelle, comme tu décrivais au début, était parfois beaucoup trop faible. Comment réussir à arriver justement du coup jusqu'à ce milliard? Comment réussir à créer ce mouvement?
Ben, je pense que la meilleure technique, c'est d'être des milliers d'ambassadeurs, quoi. Et en fait, que tout le monde comprenne que son rôle, c'est pas juste de mettre de l'argent comme un don et de dire, bah les gars, voilà, ou d'être comme un actionnaire traditionnel qui demande des comptes et qui dit j'ai mis de l'argent, vous en êtes où. Mais c'est de dire, ok, je co-possède cette entreprise, elle est à moi, donc c'est autant ma responsabilité qu'elle réussisse que ma responsabilité qu'elle échoue. Donc, à partir de là, j'en suis l'ambassadeur, j'en parle et j'essaie de la faire grandir. Et en fait, c'est ce qu'on voit parce que Time aujourd'hui, ça grandit que grâce aux gens. On n'a pas fait de marketing. Nous, notre rôle, c'est de donner du contenu aux gens pour qu'ils puissent le diffuser et faire grandir l'aventure. Et vraiment, c'est ça qui fait la diff. Et après, ben, pour atteindre le milliard, ben, évidemment, il faut être tout de suite international, tout de suite avec une logique d'être partout. Donc là, on est en train de se mettre dans cette logique-là parce que pour l'instant, on a commencé en France, on a fait un peu notre lab, mais maintenant, il faut qu'on aille partout. Et puis, il faut certaines stratégies. Nous, notre stratégie, c'est commencer par les citoyens pour faire tomber d'autres entités, donc typiquement des grosses entreprises qui commencent à investir, des family office, des fonds d'investissement. Parce que quand tu as tous tes collaborateurs qui sont dans un truc, tu peux plus leur dire oh, non, moi ça me chauffe moyen, tu vois, décemment ça marche pas. Et après, c'est d'être un produit financier sur les marchés financiers, mais en mode gros pavé dans la mare, parce que on va arriver avec un truc non spéculatif dans la mecque de la spéculation, en disant ouais mais maintenant en fait l'enjeu c'est plus de se faire de la thune, l'enjeu c'est de vivre dans un monde décent et vivable. Et du coup, on pense que ça peut être le moyen de nous faire, tu vois, leverage vraiment jusqu'au dernier, jusqu'au milliard, quoi. On avait reçu également Kenny Etienne qui nous parlait de décroissance. Ouais. Est-ce que c'est aussi la vision de Time, cette décroissance, ou peut-on croître tout en étant dans l'écologie, tout en respectant la planète? Ça, c'est un sujet de grand malade. Nous, en fait, pour être tout à fait honnête, on se positionne pas dessus parce qu'en fait, on sait pas. Notre rôle, c'est pas d'être Nostradamus. On sait pas s'il va y avoir de la croissance, de la croissance pleine balle, de l'effondrement. En fait, c'est pas notre sujet. Nous, on est dans l'action, on veut faire. Et si tu veux, notre seule philosophie, c'est de nous dire, ben là, les gars, faut substituer aux énergies fossiles maintenant, ou ça va être vraiment la merde. Donc, on s'occupe de ça et on cherche pas à être dans on n'est pas des intellectuels, tu vois, on n'est pas là pour débattre, pour amener notre point de vue. Nous, on fait. Et on essaye de faire le plus possible et on pense que c'est que en faisant qu'on fera avancer le schmilblick, comme disait ce cher Coluche. Et je pense que, tu vois, une bonne idée mal exécutée, ça reste une mauvaise idée. Et la seule manière d'avancer, c'est de faire des trucs. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas être extrémiste. Je pense que c'est toujours une mauvaise solution. Et quand on est dans les extrêmes, on fait toujours des erreurs. Donc nous, on ne peut pas trop se positionner là-dessus et on préfère pas le faire. On se dit juste, soyons dans l'action. Et puis après, on ne peut pas décider du monde de demain, quoi, tu vois. Oui, mais pour continuer là-dessus, on voit aujourd'hui qu'il y a une loi climat qui avait été débattue pour la Convention citoyenne et que beaucoup de gens de cette Convention citoyenne sont déçus par les actions du gouvernement liées à ça. Ah, ils ont raison. Est-ce que du coup, au final, les entreprises, comme tu disais au début, sont le seul moyen réel d'action pour les gens de tous les jours et pour… Ah non, mais attention, pas du tout. Il va falloir des millions et des millions d'initiatives. On est dans un problème qui est systémique. Ça veut dire qu'il faut des millions d'initiatives. En fait, tu peux pas tout régler avec un seul truc. Il n'y a pas une solution magique, faut arrêter de croire à ça. Time, ça sera une goutte d'eau parmi les gouttes d'eau des gouttes d'eau. Il va falloir des millions de gens qui essayent des trucs dans tous les domaines, dans l'art, il va falloir réinventer nos imaginaires collectifs, nos objets de fantasme, dans la science évidemment, mais dans plein de trucs, il va falloir tout, il va falloir des initiatives. Donc c'est génial qu'on soit plein d'humains sur cette planète, parce que pour le coup, là, on va en avoir besoin. Et en fait, je suis convaincu que chaque combat a du sens, vraiment. C'est clair que les politiques ils vont avoir un rôle à jouer. C'est clair que la loi climat, elle est vraiment pas du tout au niveau de ce qui avait été annoncé et proposé. Il faut aller au bout des choses, tu vois. Ouais. C'est ça qui est un peu décevant. Et ils ont raison, en fait, de se battre pour ça. Maintenant, nous, on a choisi qu'on va utiliser l'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui nous passionne. On a envie d'apéroiser le changement climatique parce qu'on pense qu'il faut que ce soit désirable, que les gens trouvent ça fun, que tu vois, que tu crées une cause où les gens ont envie de venir parce qu'ils se disent bah, y a plein de gens et c'est dans l'action et c'est tourné vers l'espoir plutôt que vers tu vois, la crainte, le fait d'être culpabilisant, de chercher des coupables. Ça fait bouger les gens plus, tu penses, l'espoir que la crainte? Moi, je pense que ce qui fait bouger les gens, c'est l'apéro. Enfin, franchement, tu vois, je pense que ce qui fait bouger les gens, c'est de se dire bah, ça a l'air cool, tu vois, il y a une bonne ambiance. Je pense que personne n'a envie de s'engager dans une cause où tout le monde se tire dessus et tout le monde est dépressif. Je ne vois pas comment c'est possible. Du coup, à un moment, on a besoin d'y croire un minimum, tu vois, si tu veux tenter des trucs. Mais donc du coup, comment toi tu te positionnes par rapport à ceux qui soit sont dans le déni, soit refusent ce changement de paradigme? Dans ce cas-là, comment tu chercherais à les convaincre ou peut-être pas à les convaincre d'ailleurs? Ouais, nous, on cherche à convaincre personne. Franchement, notre objectif, c'est de faire. C'est de démontrer que ça peut avoir de l'impact, que ça peut fonctionner. Et après, les gens sont libres de nous rejoindre. Tu vois, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour faire. Vraiment. C'est ça, Time. C'est pas des débats, c'est de l'action. Et je pense qu'on gardera toujours cette ligne directrice. Tu avais fait du marketing et d'influence plutôt dans ta vie. Et c'est même ça qui avait t'a donné envie de faire de l'entrepreneuriat et de poursuivre probablement avec Time derrière. À quel moment tu as eu ce changement
entre justement cette vie très de soirée, de lifestyle avec des influenceurs ou des youtubeurs, à quelque chose qui est d'une cause mondiale? Bah en fait, quand j'ai compris que c'était fun, quand je me suis dit, mais en fait, c'est l'opportunité de faire un truc totalement incroyable et de participer à la plus grande aventure de l'histoire de l'humanité. Et je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus excitant que tous les trucs d'influenceurs et de machin. Parce que, ben oui, il y a un énorme sujet, va falloir se bouger le cul, mais en fait, c'est le moyen de faire un truc absolument dingue. Et tu vois, c'est un peu comme si je t'avais dit dans les années 90, ouais, je crois que c'est pas mal de faire un site e-commerce là maintenant. Là. Toi, il y a un truc qui arrive avec Internet, je le sens bien. Ben, là, on est face à un truc incroyable, il va falloir réinventer tous nos modèles de société, il va falloir tout réinventer. Moi, ça m'excite. En fait, je pense que c'est ce qu'on partage avec les cofondateurs, c'est que ça nous excite. En fait, on se dit, bah oui, il y a cette côté catastrophe et ça a l'air pas du tout drôle et machin. Mais en fait, si on regarde ça, enfin, j'ai pas envie d'être ce mec névrosé qui va baisser les bras ou qui va être dépité, quoi. J'ai envie d'être ce mec qui voit plutôt l'autre côté, et l'autre côté, c'est, faut tout réinventer. Des opportunités, ouais. Mais c'est ouf, faut réinventer le monde et faut réinventer des millions de trucs. Et nous, on s'est dit, l'entreprise, c'est plutôt cool comme truc à retravailler. Et ça m'excite. Genre moi, le dérèglement climatique m'excite dans son sens où il offre des possibilités de changement incroyables. Comment tu vis toute cette vie d'ambition par rapport à peut-être un pays qui est moins, qui a moins ce principe d'espoir? On sait qu'en ce moment, beaucoup de choses vont très mal en France avec le Covid, avec la jeunesse, avec aussi beaucoup de personnes âgées qui sont décédées avec toute cette période. Comment toi, tu vois peut-être cette grosse ambition de Time? Est-ce que ça fait peur aux gens? Est-ce que vous vous sentez un peu ovni dans le paysage français? Non, je crois pas que ça fasse peur aux gens. Il y a de la suspicion, ce qui est complètement normal, parce qu'en fait, on sort de tellement d'années de greenwashing, puis ça continue, de greenwashing, de promesses de solutions miracles, que je comprends tout à fait que les gens, en fait, tu vois, soient demandeurs de plus d'éléments et aient envie de bien comprendre ce qu'on fait. Et en fait, c'est très bien, parce que ça nous fait avancer en fait d'avoir des gens qui sont de plus en plus exigeants parce que nous, ça nous force à être de plus en plus transparents, à montrer bien les choses, à comprendre comment réinventer justement ces modèles d'entreprise qui permettraient aux gens de s'en sentir en confiance. Et c'est un vrai sujet, la confiance. Et je pense aussi que tu vois, faut pas être naïf. Évidemment qu'il y a plein de trucs qui vont pas bien. Oui, ils vont pas bien, ils sont là, on en est là. Donc est-ce qu'on va s'apitoyer dessus ou est-ce qu'on va essayer de les résoudre? Nous, on pense qu'en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de projet de société. Avant, le projet de société, il n'y a pas si longtemps, c'était les gratte-ciel qu'on voit plus le sol tellement ils sont hauts, les voitures qui volent. C'était ça le projet de société. Quand tu demandais aux gens c'est quoi 2020, ils te disaient ça. Mais aujourd'hui, quand tu dis aux gens c'est quoi 2050, moi, je trouve personne qui sait me répondre. Parce qu'on n'a plus de projet de société. C'est sur Mars avec Elon Musk? Non, même pas. Personne ne te dira ça, tu vois. Et en fait, on n'a plus de projet de société. Mais il est grand temps qu'on ait à nouveau un projet de société qui nous fédère, qui nous emmène dans une direction. Je pense que l'humanité, elle fait des choses incroyablement merveilleuses quand elle sait où elle va. Et tu bouges beaucoup parce que c'est un de tes rôles chez Time, c'est de faire partager le projet, de lever des fonds, de rencontrer différents acteurs. Donc j'ai vu que, notamment sur les réseaux sociaux, que tu bougeais énormément de villes. Comment tu vis cette vie un peu nomade? Est-ce que c'est hyper challengeant ou à l'inverse, c'est aussi assez flippant? Ça, c'est un kiff de ma vie en fait. Tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est cohérent de passer ses journées dans une ville pour se battre pour la nature et en fait de ne pas profiter de la nature pour laquelle tu te bats tous les jours? Je me suis dit, ce n'est pas cohérent. Tu vois, il n'a pas fallu réfléchir trop longtemps. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé vivre un peu différemment, entre guillemets. Enfin, je sais que j'ai besoin de changement, d'aventure, d'explorer. C'est ça qui me fait me sentir vivant et me fait être heureux au quotidien. Et j'ai décidé de vivre un mois à un endroit, un mois à un autre, un mois à un autre, avec une personne différente tout le temps. Et en fait, j'ai mis un post sur LinkedIn un jour où j'ai dit, je vais vivre comme ça maintenant, candidater, tu vois. Et en fait, j'ai eu que des gens trop ouf qui m'ont écrit et des gens hyper inspirants. Du coup, j'ai dit, c'est parti. Et donc, tu vois, en ce moment, j'habite dans le Pilat pendant un mois, donc vers Saint-Étienne, là-bas dans les montagnes. Après, je pars à Osgore. Après, je pars en Drôme provençal. Après, je sais pas. Et en fait, c'est assez incroyable parce que on a la chance d'être dans un pays, donc je reste toujours en France, mais où tu as des gares TGV super accessibles. Et tu vois, tu peux venir à Paris comme ça en 2 secondes. Et en quelques heures. C'est très convivial aussi. Et ouais, ça marche bien. Et en fait, j'aime bien ce mode de vie pour l'instant parce que ça me permet de découvrir justement la nature autour de moi sans avoir à prendre ma bagnole à rouler 3 heures à chaque fois parce que j'ai déjà tout fait quand j'habitais à un endroit. C'est les dernières questions de cet entretien. Qui est-ce que tu voudrais voir dans le même fauteuil dans lequel tu es assis pour une interview entrepreneur? Ouais, je l'ai lu, cette question, tu me l'avais envoyée et je me suis dit, putain, je ne sais pas dire ça tellement j'ai envie de mettre des gens. Je peux donner 2 réponses ou pas? Bien sûr, évidemment. La première réponse, c'est ma meuf, parce qu'elle est en train de lancer sa boîte Okay. et que je trouve que franchement, elle m'impressionne, elle en voit vraiment et je trouve ça incroyable. Et elle s'est levée un matin en disant,
Bon, j'ai fait de la finance, je suis allé à la Sorbonne, je me suis foutu dans la défense, je suis allé chez Deloitte. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi en fait, ça m'a mis un énorme coup de déprime. Je me suis rappelé de ce que c'était mes passions d'enfance, c'était la cuisine. J'ai envie de revenir à ça. Elle a essayé 2-3 trucs, elle a dit en fait je vais réinventer la tablette de chocolat, je trouve que c'est pas moderne, il y a plein de trucs à faire, il y a des millions de goûts à amener et tout, il y a rien. Et elle a lancé un truc et en 4 mois ça marche de ouf, genre j'ai rien compris, bon je la coach un peu tu vois, c'est le mec qui se lance des fleurs. Non mais en vrai elle est très très forte, elle exécute hyper bien et je trouve ça incroyable donc voilà, si jamais. Très bonne idée. Voilà, et un pote qui s'appelle Fontiac et lui qui a une histoire assez dingue parce qu'en fait quand il avait 13 ans, il s'est retrouvé à faire des concerts d'électro parce qu'il était victime de harcèlement et du coup il s'est mis dans la musique, à l'électro. Et ça a explosé, il n'a rien compris, il s'est retrouvé à Coachella, il s'est retrouvé signé chez Universal à vivre de ça, à faire plus que ça. Donc ça s'appelait Carbon Airways ce truc, il faisait ça avec sa sœur. Ça cartonnait de ouf, il faisait des festivals devant 50 000 personnes, il jouait partout. Ils ont fait le tour du monde. Ensuite le duo s'est séparé parce qu'en fait sa sœur s'est rendu compte que la musique c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Et là il a dû repartir de zéro, complètement de zéro. Et là toutes les maisons de disques, tous les labels, tous les trucs ont fermé les portes, ont dit non écoute, c'est mort quoi, nous ce qui nous plaisait c'était ton duo avec ta sœur machin. Et donc il a retraversé toute cette épreuve de repartir de zéro. Je ne sais pas s'il va repercer, mais en tout cas, il a vraiment fait une progression, un cheminement mental qui est incroyable, qui est hyper intéressant. Et puis aussi dans sa tête, sur la musique, l'évolution de la musique, il a été, tu vois, ça l'a vachement fait avancer. C'est une très bonne idée. En plus, on a une interview studio qui est faite par Antonin. Ok. Ce sera parfait pour comme format. Il vous fera un beat en live avec plaisir. Voilà. Et quelle est ta définition de trace tes contours? C'est le slogan du crayon. J'aime bien cette formulation parce que je pense que c'est important de se connaître justement pour être là où on est le plus évident, c'est-à-dire là où on apporte le plus au monde. C'est facile d'être au mauvais endroit, c'est facile de devenir esclave de ce truc-là, tu sais, cette espèce d'énergie qui veut qu'on gagne de l'argent et qu'il faille toujours faire de l'argent pour faire de l'argent, on ne sait plus pourquoi. Il faut gagner de l'argent pour vivre, mais en fait on vit pourquoi avant de gagner de l'argent. Et il ne faut pas tomber dans ce truc. Ne devenez pas esclave de ce truc, cette espèce de schéma qu'on nous répète, qu'on nous enseigne depuis toujours, que nos parents nous apprennent. C'est pas ça la vie en fait. Il faut trouver ce qu'on aime, il faut trouver ce qu'on peut apporter au monde, il faut se lever et il faut le prendre. Parce que c'est comme ça que ça marche et c'est ce qui va se passer. Vous allez vous lever, vous allez le prendre. Si vous avez décidé de l'avoir, vous l'aurez. Et trace tes contours, ça me fait vraiment… tu vois, moi j'ai eu un peu cette réflexion où je me suis dit, c'est quoi mon ADN? Si je ne suis pas phasé avec mon ADN, ça ne marchera jamais ce que je fais. Parce que je serai toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vais essayer de construire un building sur un marécage alors qu'il y a un putain de terrain constructible à côté. Mais c'est juste que je ne regarde pas qui je suis vraiment. Et quand tu comprends qui tu es vraiment et ce qui te façonne intrinsèquement, si tu réussis à mettre en face de ça un vrai projet, un projet qui correspond à ça, bah tu es la bonne personne. Et du coup, ça fuse parce que l'entrepreneuriat, c'est que du momentum. C'est que ça. Et du coup, je crois vraiment que c'est ça qui est important. Quand tu as trouvé ce qui te plaît, quand tu as trouvé ton ADN, c'est là que vraiment les choses… La réussite, elle se cache derrière ça. Derrière s'assumer, s'accepter, voir ce qui nous plaît. Moi, je suis un paillou qui vient d'un village de 200 habitants. J'aime la nature et j'aime courir dehors. Ben, il fallait que je fasse ça, tu vois. Merci pour la définition. Avec plaisir. Et merci pour l'interview, Arthur. C'était cool, merci. Un très grand courage pour Time for the Planet et surtout, fais rêver aussi. Faut qu'on fasse avant de faire rêver, mais oui. C'est important parce qu'on est dans une période compliquée aussi. Il faut qu'on trouve des alternatives avec de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a plein de choses à faire, vraiment. Et d'ailleurs, j'aime bien dire climato-optimiste. J'aime bien ce mot, tu vois. Il change un peu la donne. C'est vrai que c'est joli. Arrêtons là. Passons à des trucs un peu plus, tu vois, qui t'emmènent dans l'action, quoi. Très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Vous pouvez retrouver Time for the Planet, il y aura un lien évidemment dans la description et vous pouvez même probablement y participer également. C'était Valorant pour le crayon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Ciao. Tu connais la blague du pourquoi le stylo coule? Je vais penser à ça. Oh, vas-y. Parce que le crayon à papier, voilà, j'avais envie de te dire ça. C'est de la merde, mais tu vois, ça m'a fait penser à ça. Je la retiendrai, on la ressortira celle-là. Voilà. Let's begin with the story of